Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité. À un an des élections présidentielles aux États-Unis, on va faire le bilan et voir un peu les enjeux qui se joueront là-bas et chez nous, puisque les États-Unis ont toujours une influence, on le sait, sur nos démocraties. Mais ce plus grand pays démocratique, l'est-il encore véritablement? C'est un petit peu ce qu'on va se poser comme question et voir aussi les influences des extrémismes religieux de tous bords. Car la campagne du Centre d'action laïque, toute cette année, concernera les extrémismes, notre prison. Pour ce faire, je suis ravie d'accueillir mes deux invités. Nous avons voulu connaître la vie et le regard d'un écrivain américain, mais très francophile sur cette société américaine. Douglas Kennedy est notre invité aujourd'hui. Merci Douglas Kennedy. Merci Catherine. D'être là. Nous allons reprendre et reparler de votre dernier ouvrage qui est une dystopie. Pas très heureuse, évidemment, parce que très réaliste sur les États-Unis. Puis nous avons aussi Karine Thibault, car nous avons voulu avoir le regard d'une institution défendant les droits humains depuis 1961, Amnesty International. Et vous êtes sa nouvelle directrice générale, Amnesty International, Belgique francophone. On le dit, depuis quelques jours à peine, vous êtes entrée en fonction. Alors, on va peut-être commencer par aborder votre livre qu'on voit ici à l'écran. Et c'est ainsi que nous vivrons Douglas Kennedy. C'est votre dernier ouvrage. Un ouvrage très politique. Hein. On vous connaît depuis l'homme qui voulait vivre sa vie depuis 1998 environ. Vous avez abordé beaucoup de sujets bien différents. Ce que vous dites souvent, c'est quand même les États-Unis, ça reste votre sujet de prédilection. Là, c'est une sorte de dystopie où les États-Unis sont en pleine sécession. Deux États, un d'apparence plus libéral que l'autre, plus libre que l'autre, mais sous contrôle tout le temps, et l'autre très puritaine, très religieuse, avec un retour des extrémismes. Votre sujet de prédilection, vous l'avez étudié comment dans ce roman-ci? Est-ce que cette fracture justement culturelle aux États-Unis est la clé pour comprendre tout aujourd'hui? Beaucoup de choses. On vit dans une guerre culturelle aux États-Unis depuis 1968. Nixon a divisé le pays pendant son campagne pour la Maison-Blanche. Il a dit il y a une vraie États-Unis, en fait, l'Amérique profonde, une majorité silencieuse. Les élites, en fait, de deux côtés, en fait, des intellectuels, des homosexuels, en fait, des artistes, des gens qui parlent français. Franchement, ça, ce n'est pas des vrais Américains. Et le Parti républicain a utilisé cette stratégie depuis ça. La vérité, pour moi, en fait, ce roman a commencé pendant la pandémie, juste après le coup d'État raté de 6 janvier. Au Capitole, la prise du Capitole. Tout à fait. Et j'ai dîné avec un ancien camarade de classe, un Golden Boy de Wall Street, hyper riche, mais cool pour un homme avec une valeur de 100 millions de dollars. Et il a payé pour le dîner. Mais franchement, c'était juste après ça, et j'ai juste publié mon dernier roman, Les Hommes ont peur de la lumière, où le sujet c'est l'avortement. Et je lui ai dit, c'est la fin de l'avortement maintenant aux États-Unis. Il me dit, honnêtement, j'en ai marre en fait, des voyous du sud et du Midwest. En subvention des gens qui contrôlent l'argent ici dans ce pays, c'est des deux côtés. La Californie a la quatrième économie la plus importante du monde. Et on est ici à New York, ma ville natale, le centre de finance globale. Pourquoi on continue en fait de rester avec ces gens? Il faut faire un divorce. Et immédiatement, j'ai pensé, ça c'est une idée. Et pour moi, clairement, quand on regarde la carte électorale des États-Unis, en fait, voici deux pays complètement différents. La vérité est maintenant, la gouffre aux États-Unis, ce n'est pas simplement économiquement, c'est aussi l'éducative. L'éducation. L'éducation, c'est l'éducation qui est maintenant de plus en plus pour des élites. Depuis l'époque de Reagan, le Parti républicain a coupé des budgets partout et on a, franchement, peut-être 20% de la population adulte américaine qui lisent. Et ça, c'est aussi choquant. Donc, de plus en plus, on regarde maintenant les sondages quand, en fait, Biden et Trump sont égales. Et dans certains États très importants, Trump avance. Il y a 90 charges contre Trump. Les charges contre Trump actuellement. Hein, actuellement, mais il avance. Pourquoi? Ça, c'est le grand mystère des États-Unis. Vous pensez que Trump, parce que c'est la question qu'on se pose ici, évidemment, en vue d'Europe, Trump pourrait être réélu aux prochaines élections?
c'est le cauchemar total, mais complètement possible. Complètement possible. Et voilà, en fait, tout le monde a pensé en 16, absolument pas, absolument pas. Je me souviens de la nuit de l'élection, en fait, j'ai fait, en fait, le commentaire pour France Inter. J'étais à New York et tout le monde a dit avant, pas possible. Ça arrivait. La même chose maintenant. Il y a le problème partout maintenant, c'est une situation où il y a une colère constante. Et aussi, quelque chose de très important, pendant la pandémie, beaucoup de journalistes m'ont demandé, en fait, avez-vous une idée pour un roman sur le confinement? Et j'ai répondu, c'est trop tôt. Mais la même chose après le 11 septembre. Maintenant, le résultat du 11 septembre, c'est Trump, c'est Bolsonaro, c'est Brexit, c'est Urban, c'est Erdogan, etc., etc. Donc pour vous, Trump n'est pas l'unique grande rupture. Il y a eu un avant, un après Trump, ou c'est la continuité pour vous de cette fracture aux États-Unis culturelle? Tout à fait. Et qui a commencé vraiment avec Reagan. Oui. Reagan, c'est le triomphe des néoconservateurs. Reagan a complètement changé le trajet du pays, en fait, une économie complètement néolibérale. La fin, en fait, franchement, de l'époque de Roosevelt et, franchement, de Truman, de Johnson, de Jimmy Carter, en fait, avec l'idée, on n'a pas besoin de l'État. Et de plus en plus. Déconstruction de l'État-providence, en quelque sorte. Tout à fait. Et derrière tout ça, de l'éducation. Obama a essayé de rétablir. Il a essayé, mais Obama était entre les deux, franchement. Il était dans la poche de Wall Street aussi. Dans la poche de Wall Street. Obama a fait des choses, en fait, pas mal, Obamacare. Mais on n'a pas un vrai système de démocratie sociale aux États-Unis. C'est très darwiniste social. Ça reste darwiniste social. Est-ce que vous avez peur pour votre pays et la démocratie et nos démocraties de manière générale, si Trump est réélu ou même pas? Parce que vous dites souvent, hein, quand on vous lit que ceux qui sont à la suite de Trump, d'autres républicains comme DeSantis, sont encore pires, puisqu'ils sont éduqués, ils sont allés à Yale, à Harvard. Donc les républicains, certains sont encore plus néo-chrétiens et donc dangereux. Vous avez peur pour nos démocraties? Complètement. Oui, en fait, je pense que c'est hyper menacé. Mais aussi, derrière de ça, c'est une autre chose. En fait, la plupart de hoi polloi, d'utiliser un terme des Romains anciens, en fait, ne pensent pas de la démocratie et le fait que c'est fragile. On a vécu une stabilité extraordinaire depuis, en fait, la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être à cause des bombes nucléaires, des choses comme ça, mais on a vécu ça. On n'a pas une grande, en fait, guerre mondiale. Et aussi jamais aux États-Unis, en fait, l'idée que, franchement, un autocrate va arriver. Mais maintenant, on a un autocrate. Et s'il est réélu, en fait, maintenant, il connaît le système aussi. Et son modèle, c'est Poutine. C'est son copain aussi, en fait. Et c'est hallucinant, Catherine, le fait que, comme j'ai dit, 90 charges fédérales et de l'État, il était en fait jugé coupable dans un procès civil d'un viol. Et oui, c'est dingue. Vous dites, c'est complètement dingue. On va revenir avec vous sur l'influence justement des groupes néo-chrétiens et des extrémismes religieux avec ce soutien à Trump, qui est un homme qui viole des femmes, en effet, et qui n'est pas tout à fait chrétien, on va le voir. Mais je vais demander à Karine Thibault. Karine, vous êtes criminologue, assistante sociale de formation. Vous avez fait un passage par Greenpeace, par CNCD 11-11-11, par Médecins du Monde. Vous connaissez bien les conflits, en tout cas les enjeux que se jouent qui prêtent nos démocraties dans un jeu très dangereux. Vous êtes aujourd'hui donc directrice générale d'Amnesty International. Est-ce que Amnesty a remarqué ces grandes ruptures? Est-ce que les combats ont changé, ont évolué justement ces dernières années? Est-ce qu'on a encore plus peur pour nos démocraties? Est-ce que ces combats ont évolué? Pour revenir à la question des États-Unis, la situation aux États-Unis, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une régression des droits qui ont été acquis par des luttes très longues et très difficiles. Il suffit de penser à la question du droit à l'avortement et l'arrêt qui avait été fait, l'arrêt Roe contre Wade. On voit une régression des droits et des tentatives de détricoter un maximum de droits
qui ont été acquis par les femmes, sur la question du droit à décider de son corps, par en tout cas toutes les communautés LGBTQIA+, aussi tous les enjeux portés sur la question de la plus grande égalité pour les personnes racisées, qui sont des enjeux qui vivent très fortement aux États-Unis, mais pas seulement, qui vivent aussi en Belgique et en Europe. On sent bien qu'il y a une volonté de réduire ces droits. Et on retrouve, en tout cas dans le narratif, et ça c'est quelque chose qu'on observe, je pense, surtout dans le nord du monde, hein, donc l'Amérique du Nord, l'Europe, on observe un narratif qui ne croit plus aux droits humains, un narratif qui ne croit plus à l'état de droit. Hein, c'est le fait de s'asseoir de manière systématique sur les décisions de justice et de considérer que finalement la justice, c'est quelque chose de partial, ce n'est pas impartial, ce n'est pas un troisième pouvoir, et d'avoir eu des tentatives dans le narratif, mais aussi au niveau législatif pour réduire l'ensemble de ces droits. En utilisant quand même la rhétorique des droits de l'hommistes et démocratiques. Hein, alors, d'abord, en mettant beaucoup de thèmes les uns avec les autres. Donc on va retrouver, et c'est là où je pense que les États-Unis sont, pour les Européens que nous sommes, un lieu qu'on regarde beaucoup, parce que ça a une influence sur les courants idéologiques et politiques qui traversent nos pays. On va retrouver une dénonciation du wokisme qui n'existe pas, qui est en fait la dénonciation des discriminations, soit raciales, soit liées au genre ou autre. Donc une dénonciation d'une espèce de complicité ou d'une idéologie wokiste qui viendrait en fait détruire les droits humains et les droits individuels, ce qui n'est pas juste. Et on va retrouver ces dénonciations-là, va être alliée avec la dénonciation de toutes les actions qui sont menées autour du climat, va être alliée à une dénonciation d'une élite complice qui aurait pris le pouvoir au détriment du peuple. Donc un discours aussi qui oppose le peuple avec les élites, oui. Considérant finalement que certaines personnes, alors qu'ils sont issus de l'élite, Trump est l'exemple, hein, il est absolument issu de l'élite, que ce serait en fait eux qui seraient les plus proches du peuple. Donc c'est là où on va retrouver aux États-Unis une tendance qui se généralise, qui est de restriction des droits, d'un narratif qui mélange plusieurs thèmes et qui va construire un narratif d'opposition et de polarisation qui est dangereux. Parce que malheureusement, il n'est pas la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas vrai qu'il y a une élite qui a coopté l'ensemble du pouvoir. Et si elle l'a coopté surtout au service d'intérêts financiers, mais pas forcément au service, en tout cas, d'un agenda qui voudrait qu'on étend les droits humains, qu'on les fasse mieux respecter. Oui, vous pensez que ça fait le jeu, évidemment, de tous ces extrémismes-là. Dans le roman de Douglas Kennedy, il y a donc une partie très néo-chrétienne, avec des influences religieuses très fortes, et puis une société qui est paraissant très libre, mais très contrôlé aussi. Ça aussi, vous vous battez beaucoup pour la liberté individuelle, notamment contre la loi des casseurs. C'est aussi vers ça qu'on va. C'est un retour du religieux, mais aussi, on pense être libre, on ne l'est pas du tout. Il y a, depuis le Covid, en tout cas, des choses qui nous empêchent d'être libres. Mais il y a plusieurs éléments. Hein. Donc nous, on est fortement sortis sur la question des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un autre élément. Dans le fait, les réseaux sociaux, en fait, nous observent, nous surveillent et collectent un nombre de données impressionnantes sur nous, ce qui leur permet aussi d'influencer une partie des élections ou une partie du débat politique. Et donc ça, c'est aussi un élément central. C'est, à part l'Europe, qui est le seul endroit au monde où il y a une législation qui restreint la collecte de données, on a en fait des réseaux sociaux comme TikTok ou autres qui ont une grande influence, qui ont une capacité d'avoir beaucoup d'informations, de cibler des publicités et aussi de renforcer certains narratifs plutôt que d'autres, parce que justement, en amplifiant certains phénomènes, il y a à des bulles en tout cas, et amplifiant ces bulles. Donc ça, c'est un élément sur la question des réseaux sociaux. L'autre élément, évidemment, c'est le fait qu'on voit de plus en plus de propositions législatives comme cette loi anti-casseurs, que nous appelons plutôt une loi anti-manifestants, qui en fait, soi-disant, veut lutter contre des dérapages, mais qui en réalité pourrait amener à des violations importantes des droits des citoyennes et des citoyens, puisque la mise en place de cette loi va générer soit des contrôles massifs d'identité pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interdit dans les manifestations, soit l'utilisation de la reconnaissance faciale, soit ou convoquer ces personnes au commissariat, ce qui est une nouvelle forme de privation de liberté. Donc on voit bien aussi qu'il y a une peur dans les sociétés qui ont permis pourtant le droit de protester, une peur des mouvements de l'expression, de cette liberté d'expression. Oui, alors évidemment, il y a des régimes terribles comme l'Iran qui a décidé de sacrifier sa jeunesse pour pouvoir se maintenir en place, mais dans d'autres endroits du monde, on voit aussi des restrictions de plus en plus importantes du droit de protester, du droit de manifester, ce qui est
par ailleurs dangereux, parce que, comme vous l'avez dit, la colère est forte, mais à un moment donné, quand la colère se transforme en rage, là, on n'arrivera plus à construire finalement une société qui fait sens ensemble. Donc la colère en soi n'est pas forcément une mauvaise émotion. Par contre, quand elle devient une rage qui ne croit plus aux institutions et qui ne croit plus en tout cas, à des organisations plus collectives, là, par contre, je pense qu'on risque évidemment d'avoir des sociétés extrêmement polarisées, extrêmement déstructurées, et des sociétés qui, par ailleurs, vont mettre au cœur, et c'est ça qui est, je pense, le plus grand danger, au cœur de leur construction comme société, la haine de l'autre. Et ça va du trans à la femme, aux migrants, la haine de l'autre et ce qui fait sens, quoi. Oui, la haine de l'autre, et puis chacun dans sa bulle. Vous avez peur, vous aussi, hein, Douglas Kennedy, on le sent dans votre dernier roman, de toutes ces technologies modernes. Vous imaginez d'ailleurs un président donc, de cet État qui restreint, qui contrôle tous ses citoyens sous couvert de liberté. Vous le voyez un peu comme un Elon Musk qui serait arrivé au pouvoir. La vérité, j'ai décidé dans mon roman, ce n'est pas un western avec des gens avec des chapeaux blancs ou noir. Et aussi quelque chose de très important, l'action se déroule en 2045, 100 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les États-Unis étaient le symbole de la liberté. On a sauvé l'Europe. En fait, les Soviétiques ont aidé aussi oui, avec des nazis. Mais oui, on a terminé en fait l'agression japonaise, etc., etc. Et on a eu toutes les cartes. La vérité maintenant, s'il y a une autre guerre mondiale, les États-Unis et où et quoi? Et de plus en plus, surtout avec Trump. Si Trump était dans la Maison-Blanche, l'Ukraine sera russe maintenant. Oui. J'en suis sûr de ça. Mais une autre chose, et c'est un point très important aussi, les États-Unis ont commencé comme une expérience religieuse. Les puritains qui sont arrivés dans le Massachusetts au début du XVIIe siècle, 1628, c'était comme le Taliban de l'époque, en fait. Des extrémistes, c'était une vraie théocratie. La raison pour laquelle, dans la Constitution américaine, en fait, la séparation entre l'Église et l'État est consacrée, et parce que les hommes de la lumière, nos hommes de la lumière qui ont écrit la Constitution, ont compris qu'il y a une tendance dans l'âme américaine pour la théocratie. Aujourd'hui, depuis les années 80, franchement, il y a une PAC faustienne entre le Parti républicain et les néo-chrétiennes. Ça a commencé avec les télévangélistes, le grand changement en fait de médias, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Avant ça, c'était une blague, en fait, des évangélistes. C'est du Sud. Ils sont ridicules. Oui, ridicules. Des réponses faciles, et aussi, c'était un corps suprême républicain en 1974 qui a consacré Roe v. Wade et le droit d'avortement. Les évangélistes ont ciblé l'avortement pour, en fait, une campagne où on va, franchement, créer beaucoup d'adhérentes. Et la vérité, maintenant, le Parti républicain est dans la poche des néo-chrétiens. Donc, quand j'ai écrit, en fait, ce roman, j'ai pensé, OK, voilà, en fait, on a, en fait, une théocratie, en fait, l'ancien Sud et Midwest, hyper chrétienne, en fait, hyper misogyne. Et ça, c'est quelque chose aussi derrière toutes les choses. L'avortement, en fait, la contraception, c'est une misogynie immense. Trump, c'est le triomphe de l'homme blanc fâché. Et ça, oui. Et aussi parce que, pourquoi? Parce que démographiquement, tout change aux États-Unis maintenant. J'ai lu une statistique dans le New York Times. Maintenant, 41% des Américains ne sont pas, en fait, blancs. Donc, de plus en plus, en fait, le pays change. Et des hommes blancs ont peur de perdre leurs privilèges. Oui, et ça, c'est derrière de beaucoup de choses maintenant. C'est très facile à voir. Mais pour moi, oui, donc deux pays à l'avenir, en fait, un pays très chrétien,
très théocrate. De l'autre côté, en fait, une nouvelle république, le vernis, c'est très progressiste, tout est subventionné, l'éducation, en fait, le système des HLM, la culture, un pacte faustien entre des bobos et des intellectuels, et le président qui est un milliardaire de la technologie, qui est président depuis 12 ans, ça c'est un détail très important, et qui a inventé une puce que tout le monde doit porter, et ça fonctionne comme un iPhone, mais c'est une surveillance totale. J'ai lu que Musk commence à développer en fait une puce, et ça c'était aussi une idée. Donc, c'est totalitaire light. C'est un monde sans liberté. Monde sans liberté d'une partie ou d'une autre, néo-chrétiens ou religieux qui ont aussi mis au pouvoir Bolsonaro et dans beaucoup de pays. Est-ce qu'Amnesty International, vous arrivez, vous évidemment, et puis dans un contexte que l'on connaît dans le Moyen-Orient, évidemment, avec le conflit israélo-palestinien, ces extrémismes religieux, ces extrémismes-là, ils sont à combattre, ils sont parfois en sous-main, on les mésestime, vous pensez, chez nous ? Alors pour Amnesty, on ne va pas se positionner sur la question de l'extrémisme religieux, parce que pour nous, il y a d'autres extrémismes qui ne sont pas forcément religieux, qui se fondent sur d'autres notions. Je pense qu'on va plutôt s'intéresser aux extrémismes qui nient les droits humains. Ça, c'est en fait pourquoi on se... Mais ils se mélangent sans doute un peu tous, non ? Ils se mélangent. Alors je pense que chaque société a son histoire aussi, hein, et sa complexité. Ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, on est... là où je pense qu'on peut se rejoindre, c'est qu'on est sur un mouvement qui est double. D'un côté, évidemment, un mouvement de résistance à l'extension des droits, parce que de l'autre côté, on a des mouvements qui reflètent une sociologie qui est en train de changer. Ça veut dire des femmes qui demandent aussi plus de droits et plus d'égalité, mais aussi les questions de la diversité sexuelle, les questions aussi des personnes racisées qui demandent plus et qui demandent à participer à pied égal dans une société et qui sont en train aussi de changer la sociologie des sociétés. Et donc c'est là où on voit aussi évidemment un repli sur soi, une peur, une crainte, une non-volonté de rentrer dans une société qui n'est plus la société des années 60 et 70, qui est vendue comme un espèce de rêve auquel on devrait revenir. Mais donc nous, c'est pas forcément la question des extrémismes religieux qui nous inquiète, c'est la question des extrémismes en général, mais par ailleurs, pas seulement. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça c'est le cas par exemple de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration Nicole Demore, c'est que même des partis traditionnels s'assoient de plus en plus sur des décisions de justice et violent l'état de droit. Et donc en Belgique, c'est le cas. Il y a eu 8000 condamnations de l'état belge. Donc on critique évidemment Trump, mais on a du mal à regarder chez nous. 8000 condamnations de l'état belge pour ne pas accueillir des demandeurs d'asile seuls, parce qu'en fait, on laisse finalement ces gens dans des tentes en face de nos infrastructures, alors qu'on est capable, dans un pays riche comme le nôtre, d'accueillir ces personnes. Là, on parle de 2600 au jour d'aujourd'hui qui n'ont toujours pas d'endroit où dormir. Eh bien, l'État belge et le gouvernement belge s'assoient sur 8000 décisions de justice, 8000 condamnations. Donc ce sont des dérives qu'on constate aussi de la part de partis plus traditionnels qui en fait préfèrent s'asseoir sur des décisions de justice et violer l'état de droit, donc la séparation des pouvoirs, plutôt que de quelque part donner du grain à moudre à l'extrême droite. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que nous dénonçons. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les extrémismes, il y a aussi la porosité que ça a vis-à-vis de politiques plus centristes et qui en fait craignent de plus en plus et sont prêtes pour ça à violer les droits humains de personnes plus précarisées, qui sont celles qui sont moins capables de s'exprimer publiquement, moins capables de se défendre et moins capables finalement aussi de défendre leurs droits. Il y a évidemment comme solution, qu'est-ce que vous pourriez apporter? L'écriture de romans, la communication. On sait qu'Amnesty communique beaucoup sur ses actions pour justement déconstruire toutes ces réponses simplistes. Hein. Vous le dites aussi souvent, Douglas Kennedy. Ce qu'on cherche, ce que les gens cherchent en temps de crise et d'angoisse, ce sont des réponses plus simples. Or là, justement, il ne faut pas les accepter. Ça, c'est derrière tous des systèmes totalitaires. J'ai des réponses. Oui. Personne n'a pas de réponse, en fait, oui. Mais ça, c'est Trump. Il a des réponses. Il a un slogan, Make America Great Again. Ça, c'est le problème avec Hillary Clinton, en fait. Pas de slogan, en fait, pas de réponse. Beaucoup de questions. Ça, c'est aussi une question d'éducation. Et la vérité est de plus en plus. Le plus grand danger du monde, c'est le portable. Oui, vous ne l'avez pas. Et souvent, vous le brandissez, mais on vous interdit d'allumer les portables ici en studio. Mais effectivement, le portable et non le livre. Et pas le livre, pas le journal.
J'ai grandi pendant une période, je ne sais pas si âgé, mais j'ai grandi quand mes parents ont lu un journal tous les jours. En fait, le New York Times était là-bas, mon grand-père aussi. Mon grand-père, qui n'était pas éduqué, un joaillier dans le quartier de Diamont, il a un abonnement d'un club de livres, en fait 2 livres par mois. Ça, c'était les années 60-70. Ça a disparu maintenant. Tout le monde est obsédé par des écrans. Et ça change aussi le rapport avec beaucoup de choses, surtout, en fait, la vérité, voilà. S'il y a une vérité. Mais surtout, en fait, c'est extraordinaire maintenant pour moi de voir la colère, surtout pendant une période qui reste assez stable. Ce n'est pas comme on a une crise économique, mais vraiment aux États-Unis, et le grand changement, on a une économie du 19e siècle maintenant. On a une plutocratie avec, en fait, l'argent fou. Il y a 50 ans, j'ai lu un article récemment dans l'Atlantique, une revue littéraire et politique aux États-Unis. Quand je suis né, en 1955, la différence entre les riches et la classe professionnelle, c'était typiquement peut-être 5 fois de la fortune. Maintenant, c'est 1000 fois. 1000 fois, une différence énorme. Oui, 1000 fois. Donc vous dites effectivement, bah voilà, pour peut-être apaiser cette colère, lire, la lecture. Et oui, on sait l'importance c'est une question de l'éducation. Voilà. L'éducation, pour moi, c'est la seule chose. Et si on n'a pas, en fait, une nouvelle génération de lecteurs et lectrices, faites attention. Qu'est-ce qu'on va devenir? Faites Karine, attention. important la lecture pour vous aussi? Oui, c'est très important la lecture parce que je pense que, alors là on parle de romans, mais les romans aussi ça rapproche de personnes qu'on ne rencontrera jamais dans sa vie et donc ça permet une forme d'empathie ou d'antipathie, hein, ça va dans les deux sens, mais qui peut créer en tout cas une discussion plus large et une identification plus large et qui permet aussi aux gens de se projeter dans autre chose que leur propre réalité. Après je voulais juste revenir sur la question de la captation de la richesse par un très peu de gens. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur de déstabilisation qui crée beaucoup de colère et qui crée aussi le sentiment pour beaucoup de gens, dans une période dans laquelle, de fait, à cause de l'inflation et à cause d'autres enjeux, eh bien, en fait, on a l'impression que notre vie va être plus dure dans les années à venir et encore plus dure pour nos enfants. Cette question de la captation du pouvoir économique par certains cristallise est une question centrale pour le futur et elle est autant utilisée par la gauche qu'elle n'est utilisée par la droite. Et c'est vrai que là, il y a une vraie question de fond sur on ne peut pas construire une société qui respecte les droits humains, qui permette à tout le monde d'avoir un avenir et d'avoir des droits économiques et sociaux, si on a une captation tellement puissante du pouvoir économique et donc aussi du pouvoir d'influence sur les sociétés. Douglas Kennedy, il faut continuer à lire et vous devez continuer à nous écrire des romans. Tout à fait. Et des essais. Et vous promenez aux États-Unis pour revenir nous donner le... Mais pour moi, en fait, la Ce chose... sera le mot de la fin, parce qu'on termine dans 20 secondes. OK, voilà. Non, dites. Non, pour moi, en fait, quand on lit, on comprend, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Voilà. Oui. Eh bien, on vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, donc le dernier roman de Douglas Kennedy, Et c'est ainsi que nous vivrons. Et puis peut-être rappeler le site internet d'Amnesty International pour Belgique et international pour voir et prendre le pouls de tous les combats. Et donc, on produit tout le temps des rapports, des informations. Vous pouvez tout de suite y aller voir. Merci Douglas Kennedy d'avoir été notre invité. Merci Karine Thibault. Merci à tous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.